Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans le best-of de Bienvenue au Club. Cette nouvelle saison dédiée aux rencontres entre sportifs, entraîneurs et dirigeants de l'agglomération lyonnaise avait démarré au Groupama Stadium. Bruno Genesio, le coach de l'OL, avait alors reçu Karim Mokedem, son homologue de Lyon-Duchère, pour évoquer la gestion des jeunes joueurs dans l'effectif. Aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus impatients. En novembre, ce fut au tour de Pauline Salagnac, la capitaine de Lyon Asvel féminin, d'accueillir Camille Abelli, milieu de terrain de l'OL féminin, pour discuter du traitement de leur sport à l'étranger. Par rapport à la France, c'était le jour et la nuit vu qu'il n'y avait pas de professionnalisme. Gaël Berger s'était ensuite rendu à la patinoire Charlemagne pour demander à Sébastien Berthet, président du LHC, sa méthode pour exister face aux grands clubs de l'agglomération. Quand on regarde chaque club, il y a aussi une économie à mettre en place. Autre portrait croisé marquant de cette saison, la rencontre Julien Puricelli-Nicolas Lang qui débattent sur les conséquences des quotas au rugby et au basket. Des fois en France, on a tendance un peu à les accueillir comme des rois. Enfin, la saison s'était terminée par une visite du tout nouveau musée de l'OL, l'occasion de revenir avec son conservateur Stéphane Benas sur le jour où le club a failli disparaître. L'OL est à 1 point d'avance sur la relégation nationale et perclus de dettes. C'est parti pour le best-of de Bienvenue au Club. Bruno, comment on intègre un jeune joueur? Est-ce qu'il faut attendre qu'il soit déjà aussi bon, voire meilleur que celui qui joue à sa place, ou est-ce qu'on peut l'accompagner entre guillemets? De toute façon, pour qu'un joueur débute un match, il faut qu'il soit par définition meilleur que celui qui est entre guillemets le titulaire. Donc, mais un jeune, on peut peut-être se dire, il n'est pas encore prêt, mais c'est du travail sur du long terme finalement, et que ça lui de moins en moins toujours. aujourd'hui, parce que ça pouvait être le cas il y a quelques années, parce qu'il y avait davantage de patience chez les jeunes, il y avait beaucoup moins de médiatisation. Aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus impatients, ont de plus en plus envie d'accéder très très vite au haut niveau. Donc après, ce qui est le critère le plus important, c'est le critère sportif, c'est de savoir si le jeune est prêt à jouer en professionnel, s'il a franchi le pas entre le football de jeunes et le football d'adulte. C'est pareil pour Karim en national? Nous, on n'est pas confrontés aux mêmes jeunes, parce que l'école lyonnaise, déjà, c'est la meilleure du monde. Pas d'Europe, mais du monde. Donc c'est autre chose. Après, nous concernant, c'est vrai que, par exemple, ça fait 4 ans là, qu'on fait des gros parcours en Gambardella avec nos 19. Oui. Et vous avez sorti, je dis vous parce que c'est le club, mais beaucoup de clubs professionnels, on le rappelle. Ouais. Donc c'est intéressant. Néanmoins, on n'arrive pas à faire la bascule régulière. Et comme disait Bruno, l'impatience des jeunes, ça devient un problème. Donc là, ça fait 2 ans qu'on a mis en place un petit peu des étapes où nos meilleurs 19 intègrent la réserve en DH. Donc on essaye de les accompagner vraiment là-dessus, de les valoriser avec l'équipe réserve. Et là, cette année, on a réussi on a intégré deux jeunes. Donc un jeune qui a passé le cap, qui a fait l'année complète en DH et qui maintenant est avec nous. Et un jeune en fait qui était 19 ans mais qui jouait déjà en senior dans son club du FC Lyon et qu'on a recruté et qui est une bonne surprise pour le moment. Pauline, il y a une énorme différence avec certains pays? Avec certains pays, et notamment la Turquie et la Russie, qui dominent vraiment à ce niveau-là sur la scène européenne. C'est vraiment les grosses armadas. Et c'est à elles qu'on se confronte pour essayer de grappiller des places et pourquoi pas un jour une Coupe d'Europe. Mais elles ont des moyens très gros. Après, notamment parce que voilà, en France, il y a des fiscalités qui sont différentes de là-bas. Donc après, on fait avec notre pays. Mais en termes de budget, ça peut être x2, x3. Ouais, ça peut aller vite par rapport au plus gros budget français. Ça peut aller x2, x3, voire bien plus. Et elles ont des joueuses étrangères essentiellement qui viennent, ou elles ont des bonnes équipes nationales aussi? Elles ont des bonnes équipes nationales, même si la Russie a un petit peu baissé ces derniers temps. Mais ça reprend. Beaucoup, elles ont des très bonnes jeunes. Donc je pense qu'à l'avenir, ça sera une bonne équipe. Mais après, elles ont les moyens d'attirer les grosses joueuses, notamment les grosses stars américaines. D'accord. Et voilà, c'est vrai que ça peut faire la vie de différence à certains moments. Et donc toi, tu as joué aux États-Unis? Ouais, moi, j'ai eu cette chance de jouer aux États-Unis. Et c'est vrai que c'était en 2009. Ouais. Donc à l'époque, par rapport à la France, c'était le jour et la nuit, vu qu'il n'y avait pas de professionnalisme. Il y avait beaucoup d'engouement. Alors que là-bas, vraiment, l'engouement est important. Et il y a beaucoup de petites filles qui jouent au foot. Donc ça change déjà. Ouais, dès le plus jeune âge, c'est dans les mentalités que ouais. Le foot, c'est un sport féminin et masculin. Le club a besoin de sponsors, de partenaires. Comment on fait? Il y a une grosse concurrence, on le disait. En même temps, est-ce que vous visez les sponsors, ça peut être les mêmes pour différents clubs, ou finalement chacun a un petit peu sa zone? Alors, je pense qu'il y a 2 sujets. Le premier, c'est qu'effectivement,
le fait qu'il y ait beaucoup de clubs, à mon sens, amène une dynamique sportive générale à la ville, la métropole, pour faire qu'il y ait un soutien aux clubs sportifs. Vraiment, que ce soit les partenaires, que ce soit le grand public. Aujourd'hui, quelqu'un qui aime le sport, même s'il a plus d'affection pour un sport ou un autre, un sportif ira toujours voir d'autres sports. Moi, très sincèrement, je suis assez souvent, que ce soit à l'OL ou au Loup, je vais voir les autres. Au VHA. J'espère y aller dans pas longtemps parce que j'aime beaucoup le handball. Mais tu es invité quand tu veux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une dynamique sportive qui est importante. Après, effectivement, quand on regarde chaque club, il y a aussi une économie à mettre en place. Et c'est là où il convient d'être, à mon sens, un petit peu malin et de se démarquer de ce que peuvent faire les grands clubs lyonnais. Il est évident que Serge ou nous allions sur le terrain, je sais pas, des loges ou de la visibilité au niveau national. Il est évident qu'on n'arrivera jamais à concurrencer des sports majeurs. Donc il faut trouver son terrain de jeu. Alors comment on fait concrètement pour le hockey ? Il faut se positionner. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix clairement de mettre en avant nos valeurs US par le biais du partenariat qu'on a avec la franchise NHL du Lightning de Tampa Bay. On a voulu mettre en avant notre dynamisme, notre convivialité. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en avant dans l'ensemble des approches que nous menons. Et on a aussi fait le choix depuis 3 ans de diversifier nos activités au-delà des ressources primaires que sont le sponsoring, la billetterie ou les aides des collectivités. On a fait le choix d'aller sur d'autres secteurs comme la formation, comme l'événementiel, comme le retail de matériel sportif pour faire que on puisse mettre en avant notre marque sur d'autres secteurs où nous sommes moins attendus, mais également qu'on puisse aller chercher des budgets qui, d'accoutumée, ne sont pas forcément accessibles par le biais du sponsoring ou de la billetterie ou des collectivités. On peut les appeler quotas, on peut les appeler mesures, on peut les appeler GIF, GFL, peu importe. Est-ce que s'il n'y avait pas tout ça, est-ce qu'il y aurait des clubs qui joueraient avec 100% d'étrangers, avec un effectif 100% étranger ? Est-ce que certains le feraient pour vous ? Moi, je pense qu'il y en a qui le feraient, mais des fois, c'est vrai que c'est un peu une farce. Comme moi, j'ai joué dans un club où ils comparaient nos étrangers quand même aux Américains du Miami Heat, quoi. C'était le jour et la nuit, ça n'avait rien à voir. Donc, et t'avais pas l'impression de jouer avec LeBron James ? Non, c'était pas ça, mais je veux dire, même eux étaient un peu choqués, parce que tellement on leur demandait fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire. Je veux dire, quand tu demandes à 3 joueurs de mettre 70 points ou 80 points et que les 6 autres Français, on leur dit vous avez juste à vous partager 20 points. Enfin, c'est du sport, c'est du basket, ça ne marche pas comme ça, quoi. Je veux dire, donc des fois c'est vrai que tu entends des discours qui sont un peu choquants. Mais après, je veux dire, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment le basket et qui doivent prendre des décisions non plus. Tu as des autres qui comprennent très bien le basket et avec eux ça se passe direct mieux. Je veux dire, il y a 2 ans avec l'Asvel, je ne sais pas combien on avait d'étrangers, peut-être 5 ou 6 aussi. Oui. Mais pour moi, c'était la meilleure cohésion qu'on ait jamais eue en fait. Okay. Que j'ai jamais connu ça dans une équipe, avoir une cohésion pareille. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait... Quand vous avez été champion, ouais, ça dépend, on le rappelle quand même. Pour moi, ça dépend pas d'étrangers ou ça dépend au final vraiment du gars qui arrive. Si des fois en France, on a tendance un peu à les accueillir comme des rois, sur des mecs qui sont pas forcément pros, qui méritent pas d'être accueillis comme des rois, mais quand on t'accueille comme ça et qu'on te laisse tout passer... Ouais, c'est vrai que si t'es pas travailleur à la base, tu vas peut-être pas forcer alors qu'un plus David que ça. Andersen ou un Trent Mitcham, tu les accueilles comme des rois, eux, ils ont pas envie de te... ils ont pas envie de te trahir, ils ont pas envie de te décevoir. Je pense que quand tu as des vrais pros, des vrais adultes, ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'il y en a des fois qui sortent de la fac, qui ont 20 ans, et tu les accueilles comme si c'était un roi qui arrivait. C'est sûr que le mec il va se sentir bien et tu vas tout lui laisser passer. Je pense que c'est ça aussi qui pose un peu problème chez nous, c'est qu'il y a des Français qui ne sentent pas forcément, pas qu'au niveau des minutes ou des responsabilités. Oui. C'est que des fois tu laisses passer quelque chose à un étranger, et tu te fais engueuler par le coach et l'autre de l'autre côté il fait exactement pareil. C'est pas assez équitable, je pense. Des fois c'est assez injuste. Et moi quand j'en parlais à un joueur qui a joué en Espagne, il me dit en Espagne c'est totalement l'inverse. Les Espagnols sont ultra protégés, quoi. Donc moi c'est pas ce que je demande non plus, mais c'est vrai qu'il y a des fois un peu plus de justice. Qu'il y a une équité, mais ça, encore une fois, bien souvent les présidents, alors peut-être pas ici parce que c'est quand même un basketteur qui est président. Mais... Ouais, ça c'est vrai qu'ici on a de la chance parce que c'est assez différent. C'est que des gens qui ont tous joué au basket, en plus à haut niveau.
Donc c'est différent, mais il y a des clubs où c'est un peu plus des hommes d'affaires ou c'est ce qui manque au rugby. Je pense qu'il serait intéressant de garder des joueurs dans les bureaux, et notamment proches du président, pour essayer de faire changer ça, ces mentalités. Et voilà, c'est un joueur, il n'est étranger ni français, c'est un Néo-Zélandais, mais c'est pas un All Black, il doit être considéré comme tout le monde. Là, il y a tous les statuts, il y a vraiment toute la création de l'OL dans cette partie. Là, on peut voir l'engagement financier qui permet à l'OL d'exister aussi. Alors en fait, c'est un document que moi j'ai choisi parce qu'il est vraiment très touchant. En fait, en septembre 51, on vient de finir notre première année. On a besoin effectivement d'argent parce que chaque année, il y a des gens qui devaient remettre de l'argent. Et là, on a 18 personnes. C'est la première fois que ce document est publié. Mais surtout, 18 personnes, il y a à la fois des membres du comité directeur qui, derrière, auront des fonctions officielles, mais aussi des supporters. Et on publie ce document avec le nom de toutes ces personnes. Je pense que chaque supporter de l'Olympique Lyonnais doit se dire que ces 18 personnes, elles sont aussi très importantes pour nous. Leur fonction, leur adresse et dessous, leurs signatures officielles. Elles se sont engagées pour que l'OL puisse faire une deuxième saison. Et puis il y a eu aussi un autre moment important, c'était il y a 30 ans, si je me souviens bien dans mes souvenirs, j'étais petit, mais c'était le cas, je crois que l'OL était vraiment à 2 doigts du dépôt de bilan à ce moment-là. L'OL est au bord de la banqueroute, l'OL n'a plus d'argent, l'OL est au fin fond de la division 2, l'OL est à 1 point d'avance sur la relégation nationale et perclus de dette. Et à ce moment-là, il y a une décision, il y a un grand président, il y a des joueurs qui sont consciencieux. Et ce grand président, c'est Charles Miguirian, qui prend la décision de sauver le club. Et derrière, vous avez des joueurs qui acceptent également de renoncer à toutes leurs primes et d'une baisse de salaire pour que l'OL puisse finir sa saison. Là aussi, il y a un document qui le démontre. Oui, on publie effectivement le document. C'est aussi une des chances que j'ai eues sur le musée, c'est que j'ai eu accès à l'intégralité du comité de gestion, des résumés de comité de gestion de l'OL depuis 1950. C'était une vraie marque de confiance des dirigeants. Et sur ce document, vous voyez que le débat du 23 février 85, la première question c'est « Doit-on déposer le bilan ?» Et vous avez 7 personnes qui sont présentes, elles doivent décider de l'avenir global de l'Olympique Lyonnais. S'il y avait eu dépôt de bilan ce jour-là, le club n'existait plus. Tous les mois, nous partons à la